Bonjour chers collègues, merci infiniment de vous joindre à nous. Merci Aïcha, merci surtout au CNCH, grand merci Walid, à Franck d'avoir organisé cette session africaine qui sera essentiellement animée cette fois-ci par le Maroc et le Sénégal. J'ai avec moi la vice-présidente de la Société marocaine de cardiologie, le professeur Aïcha Awad. Nous allons aller très vite puisque nous avons perdu un peu de temps et je vais déjà passer la parole à Aïcha qui va introduire le premier cas clinique et nous discuterons pour 2 minutes environ après chaque présentation. RM et grossesse, qu'auriez-vous proposé? Bonjour, chers amis, chers collègues. Donc, heureuse de me retrouver à Paris aujourd'hui pour le congrès du CNCH avec nos amis du Sénégal. Et merci Walid pour avoir initié cette session. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler d'un cas clinique que l'on voit assez souvent dans nos contrées, dans les pays du Maghreb, qui est de la sténose mitrale chez une femme enceinte. Et je vais vous demander, en fait, vous, qu'auriez-vous proposé pour la prise en charge de cette patiente? Je n'ai pas donc de conflit d'intérêt pour cette présentation. Et donc, c'est le cas clinique d'une jeune patiente de 28 ans qui est primipare et qui, dans ses antécédents, a donc une notion d'angine à répétition dans l'enfance. Donc, elle est connue porteuse d'une sténose mitrale, a priori serrée, mais qui, jusque-là, était asymptomatique. Donc la patiente était sous traitement médical et comme c'est souvent le cas, en étant asymptomatique, la patiente était complètement perdue de vue jusqu'au jour où elle vient en étant enceinte à plus de 20 semaines d'aménorrhée. Donc son échographie ancienne montrait donc un rétrécissement mitral qui était serré, comme vous pouvez le constater, à valve relativement souple, avec une fusion bicommissurale. La surface mitrale était estimée à 1,1 cm² avec un gradient mitral moyen à 8 et une pression artérielle pulmonaire systolique à 35 mm au repos. Donc la patiente, comme je vous l'ai dit, a disparu dans la nature jusqu'au jour où elle vient en étant enceinte. Et bien évidemment, donc ça c'était juste pour vous rappeler la quantification de la sténose et pour vous dire que effectivement la sténose mitrale était serrée asymptomatique. Alors, c'est une patiente qui pose quand même un problème. Donc, on est devant une jeune patiente de 28 ans qui a un rétrécissement mitral serré, bien qu'asymptomatique, et enceinte. Donc, il faut savoir que ce genre de patientes sont classées selon l'Organisation mondiale de la santé comme étant déjà des patientes à haut risque. Et comme vous pouvez le constater, dans cette classification, une patiente qui a une sténose mitrale sévère est classée donc à haut risque un stade 4, et ce sont des patientes chez lesquelles, en principe, nous devons contre-indiquer une grossesse d'emblée, et s'il y a quelque chose à faire, on le fait donc en pré-conception pour pouvoir mener la grossesse dans des conditions satisfaisantes. Donc déjà, à haut risque. Donc on croise les doigts et on essaie de la surveiller de façon très régulière, de façon conjointe avec son gynécologue obstétricien. Et donc cette patiente, à 32 semaines, qu'est-ce qui se passe? Et on n'est pas surpris de voir ce qui se passe. À 32 semaines, son statut fonctionnel change et elle nous fait apparaître une dyspnée strate 3-4 de la NIA, avec des palpitations et bien évidemment à l'examen des œdèmes périphériques, des crépitants. L'échographie transthoracique qui est réalisée à ce moment-là montre que le rétrécissement mitral est devenu très serré, donc à 0,7 cm² avec un gradient moyen à 21 et remarqué une pression artérielle pulmonaire systolique qui est autour de 80 mm de mercure. Donc un rétrécissement mitral serré qui est devenu très symptomatique en hypertension artérielle pulmonaire. Là, donc, on commence à vraiment croiser les doigts. Notez au passage donc l'existence d'une valve qui est relativement souple, bien qu'il existe ici un nodule fibreux commissural, et voir qu'il existe aussi un anévrisme de la cloison interauriculaire, et on redira un mot de cet anévrisme interauriculaire.
Donc, conformément aux recommandations de la Société européenne de cardiologie, on va démarrer un traitement de base à base d'oxygénothérapie, des diurétiques en intraveineuse, puis des bêta-bloquants pour essayer de régulariser sa fréquence cardiaque et pour essayer donc d'optimiser son statut clinique. Alors, est-ce qu'on est surpris de voir que la patiente est devenue symptomatique? Non. On n'est pas surpris quand on sait que la grossesse en elle-même donne des perturbations hémodynamiques indépendamment des perturbations thromboemboliques qu'elle peut engendrer, perturbations hémodynamiques par augmentation du débit cardiaque, par une augmentation de la volémie, qui, dans le contexte d'un rétrécissement mitral serré, va engendrer une augmentation de la pression capillaire, va faire apparaître des signes fonctionnels, voire des signes d'insuffisance cardiaque. Donc c'est pour ça que dès le début de la présentation, une femme enceinte de 28 ans avec un RM serré, on croise les doigts. Et là, je vous montre sur des travaux qui ont été faits sur des séries de patientes qui ont des rétrécissements mitrales serrés chez des parturientes. On voit bien que dans la progression, dans l'évolution de la grossesse, on voit plus de 45% des patientes qui, quel que soit leur statut fonctionnel de départ, vont aggraver leur statut fonctionnel au cours de la grossesse, en particulier à partir de la 20e semaine. Donc du coup, on n'est pas vraiment surpris de voir cette évolution chez cette jeune dame. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a donné le traitement médical qui convenait, mais malheureusement, cette dame n'a pas répondu au traitement médical optimal. Et je vous rappelle qu'elle a 28 ans, qu'elle est à 32 semaines, un rétrécissement mitral serré symptomatique avec une hypertension artérielle pulmonaire réfractaire au traitement médical. Je vous rappelle que sur le plan biologique, elle avait une thrombopénie et je vous rappelle que sur le plan morphologique, elle avait un anévrisme de la cloison interauriculaire. Donc, comment faire chez cette patiente qui reste symptomatique? Est-ce qu'on doit lui arrêter sa grossesse parce que son pronostic vital est quand même mis en jeu? Est-ce qu'on doit la proposer pour une chirurgie alors qu'elle est enceinte, un remplacement valvulaire par une valve biologique ou par une valve mécanique, sachant toutes les complications que cela peut engendrer et le traitement anticoagulant en cours de la grossesse et la patiente n'a pas encore accouché, ou faut-il lui proposer une dilatation mitrale percutanée? Donc, on s'est posé un certain nombre de questions avec la team, les anesthésistes, les obstétriciens, les gynécologues et les chirurgiens. Et en fait, ce qu'on a pu proposer à cette patiente, et c'est ce qui est donc proposé, c'est ce qui est recommandé en classe 2A par la Société européenne de cardiologie, c'est d'essayer de lui faire une dilatation mitrale percutanée. Donc c'est ce qui est bien proposé lorsque la patiente reste symptomatique avec une HTAP, malgré un traitement médical bien conduit. Alors, c'est ce que nous avons réalisé chez cette patiente après avoir éliminé les principales contre-indications que je ne vais pas vous relister, bien que l'anévrisme, pourquoi j'en ai parlé, l'anévrisme du septum interauriculaire peut être une contre-indication, mais relative. Ça va compliquer donc la procédure, mais dans des centres tertiaires bien entraînés, donc on peut proposer cette dilatation mitrale percutanée, bien que ça va rendre la procédure un peu plus compliquée. Donc c'est ce qu'on a fait, donc une dilatation mitrale percutanée avec le ballon d'inoué, bien sûr avec une protection fétale. Et comme vous pouvez le constater, l'intervention s'est passée dans de bonnes conditions parce que nous avons des personnes qui sont rompues à la technique. Bien sûr, ce n'est pas une dilatation mitrale facile chez une jeune dame ou un jeune monsieur qui est polysymptomatique et chez lequel on va, toutes les conditions sont favorables. On est quand même dans une situation de stress chez une femme qui est enceinte, qui est en hypertension artérielle pulmonaire, avec des anomalies morphologiques au niveau du septum, avec des anomalies biologiques et la thrombopénie qui rend la procédure plus compliquée. Mais fort heureusement, nous avons un très bon résultat puisque la surface mitrale est passée à 1,5 cm² et le gradient, excusez-moi, ça c'était le gradient de départ, il est à 5 mm de mercure avec une pression artérielle pulmonaire systolique qui est passée de 80 à 30 mm de mercure. Donc on peut vraiment dire qu'on a eu un succès de la dilatation mitrale percutanée, le succès se définissant par une augmentation de la surface mitrale au-delà de 1,5 sans apparition d'une insuffisance mitrale supérieure ou égale à un grade 2/4. Alors, bien sûr, donc les suites ont été simples, il n'y a pas eu de complications hémorragiques. La patiente a pu accoucher par voie basse, donc à 38 semaines d'aménorrhée, et elle a une petite fille qui était en bonne santé et qui pesait 2,8 kg. Donc, juste un mot de conclusion pour dire que la grossesse chez une femme qui a une sténose mitrale serrée, donc c'est une grossesse à haut risque qui peut être
génératrice de complications aussi bien pour la maman que pour le fœtus. Fort heureusement, cette patiente s'en est bien sortie. Ce qui est intéressant chez les patientes qui sont désireuses de grossesse, c'est de faire des consultations en amont de la conception pour essayer de proposer une dilatation mitrale percutanée éventuellement avant la conception et que pour la grossesse puisse se passer dans des conditions optimales. Et la dilatation mitrale percutanée reste dans ce contexte le traitement électif à proposer chez les femmes enceintes porteuses d'un rétrécissement mitral lorsque les conditions anatomiques et hémodynamiques sont favorables. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Aïcha, pour cette très belle présentation, réalité, hélas, de chez nous. Y a-t-il des réactions, des questions, des préoccupations particulières? J'imagine qu'elle a accéléré sa fréquence cardiaque et que ça a dû être un élément déterminant majeur. Dans des cas comme ça, pour nous autres qui n'avons pas facilement l'expertise que tu as au Maroc, la commissariotomie facile, tu ferais quoi? Augmenter les bêta-bloquants. J'ai vu que l'ivabradine en rythme sinusal apparaît dans les recours pour le RM. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est dit pour la grossesse. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour optimiser le traitement médical? Alors, le traitement médical, c'est surtout donc le bêta-bloquant qu'on essaie d'optimiser au maximum. Maintenant, l'ivabradine, si elle n'est pas en fibrillation auriculaire, parce qu'avec la fibrillation auriculaire, ça ne donne pas de bons résultats. Maintenant, la digoxine, elle n'est pas tellement recommandée, la cordarone non plus. Donc, c'est les bêta-bloquants. Après, quand on ne peut pas réduire la fréquence, il faut passer à autre chose. Magnifique. Y a-t-il d'autres préoccupations? En tout cas, c'est, je crois, une très, très belle présentation et surtout une grossesse à très haut risque, mais qui finit très bien, grâce à l'expertise. Voilà, merci à vous. Merci, Aïcha. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je te laisse introduire le professeur Serigne Morbey. Donc, à mon tour de présenter donc le deuxième cas clinique qui va être présenté par le docteur Bey du Sénégal. Donc, j'invite au pupitre. Alors, à toi de nous faire part de ton cas clinique que nous discuterons après ta présentation. Merci. Merci, Madame la modératrice. Nous tenons à remercier le CNCH de nous avoir conviés à cette rencontre scientifique qui nous donne l'occasion de rendre hommage à nos maîtres, le professeur Kane, et de remercier également le docteur Albert et l'ensemble du personnel du CHR de Chartres. Alors, ce matin, nous avons le plaisir de partager un cas clinique portant, que nous avons intitulé « Une balle de tennis dans une enveloppe ». Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Il s'agissait en réalité d'un cas d'une jeune patiente de 14 ans que nous avions admise dans notre service pour l'exploration d'une dyspnée d'effort associée à une douleur thoracique précordiale intermittente accentuée par le décubitus dorsal et le décubitus latéral gauche. Il faut rappeler que cette patiente était hospitalisée initialement en pédiatrie pour une pneumopathie pour laquelle elle a été mise sous antibiotiques. Elle n'avait pas d'antécédents médico-chirurgicaux et l'examen à l'admission retrouvait une patiente en assez bon état général avec une hémodynamique qui était stable, une pression artérielle à 125 sur 67 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 90 et une température à 37 degrés. On notait à l'auscultation cardiaque des bruits du cœur qui étaient assourdis et les champs pulmonaires étaient libres. Il n'y avait pas de signe de défaillance cardiaque périphérique et à la biologie, on retrouvait un syndrome inflammatoire biologique non spécifique. L'électrocardiogramme à son admission inscrivait un rythme sinusal qui était régulier. On notait un axe de QRS qui était normal avec des QRS qui étaient fins. On retrouvait des ondes de T qui étaient négatives de V1 jusqu'à V4. Et on retrouvait également une alternance électrique caractérisée par la variation d'amplitude du QRS plus marquée en V1. Chez cette patiente, une radiographie du thorax a été réalisée et cette radiographie du thorax va mettre en évidence une opacité
parahilaire gauche et cette opacité était homogène dense avec des contours qui étaient bien délimités, avec des limites externes qui se confondaient à l'ombre cardiaque associée à un débord de l'arc inférieur droit et une image en double contour. Chez cette patiente, donc, une échocardiographie a été réalisée et l'échocardiographie va permettre de mettre en évidence une masse intrapéricardique et c'est une masse qui était en regard du ventricule gauche et en partie de l'oreillette gauche. Et c'était une masse dont l'échogénicité était hétérogène avec un contour qui était calcifié, associé à un épanchement péricardique qui était circonférentiel. Et cet épanchement péricardique avait à son sein des images hypoéchogènes et qui étaient mobiles au sein de cet épanchement péricardique. Dans ce contexte de masse intrapéricardique, associée à un épanchement péricardique, dans le but d'étudier la caractérisation tissulaire, mais également le rapport avec les organes de voisinage, un angioscanner thoracique a été réalisé. Et cet angioscanner thoracique va permettre de mettre en évidence cette masse médiastinale antérolatérale gauche et qui avait une structure assez particulière. Et cette masse qui était en continuité avec le péricarde et qui venait au contact du ventricule gauche et de l'artère pulmonaire gauche. Et lorsqu'on s'intéresse à la caractérisation tissulaire de cette masse, il s'agit en effet d'une masse avec une coque qui était fibreuse et calcifiée, avec une composante liquidienne, une composante graisseuse et une composante tissulaire qui était rehaussée après injection du produit de contraste. Et au vu de ces caractérisations tissulaires, il s'agissait d'une masse qui était fortement suspecte d'un tératome péricardique. Et dans ce contexte, la patiente a été adressée en chirurgie cardiaque. Donc, dans ce contexte de masse intrapéricardique dont les caractérisations tissulaires faisaient évoquer un tératome péricardique, la patiente a été envoyée en chirurgie cardiaque pour l'exérèse de cette masse. Donc, elle a bénéficié d'une chirurgie d'exérèse par thoracotomie antérolatérale gauche qui a permis de retirer cette masse. Et l'anatomopathologie va permettre de confirmer le tératome péricardique qui était inflammatoire et érodé. Donc, les suites opératoires vont être favorables, donc avec une sédation de la douleur et de la dyspnée, la disparition du syndrome inflammatoire biologique non spécifique, de même que l'opacité qui était parahilaire qu'on avait noté initialement et l'aspect de débord de l'arc inférieur droit. L'échocardiographie de contrôle qui retrouvait une intégrité du péricarde avec une disparition de l'épanchement péricardique. De même, l'absence de masse résiduelle intrapéricardique après cette chirurgie d'exérèse. Nous rappelons que les tératomes péricardiques sont des tumeurs qui sont bénignes, qui sont très rares, dont la prévalence dans les plus grandes cohortes est estimée entre 0,01 et 0,2%. Il s'agit de tumeurs qui peuvent rester longtemps asymptomatiques et leur découverte souvent révèle la taille volumineuse en fait, du tératome péricardique et la compression sur les organes de voisinage. Toutefois, l'imagerie constitue donc un élément déterminant dans le diagnostic des tératomes péricardiques, notamment l'échocardiographie dans le dépistage de ces masses et l'angioscanner dans la caractérisation tissulaire pouvant permettre de donner suffisamment d'arguments et aller vers la chirurgie d'exérèse. Nous avions dit au départ que c'était une balle dans une enveloppe. Pourquoi une balle de tennis? Parce que tout simplement, la configuration de ce tératome nous rappelle une balle de tennis qui est écrasée. Et pourquoi dans une enveloppe? Parce que tout simplement, le péricarde est une enveloppe, donc d'où la dénomination d'une balle de tennis dans une enveloppe. Nous vous remercions. Très joli cas clinique, bien illustré, bien documenté, à propos d'une tumeur exceptionnelle au niveau du cœur. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle à poser, s'il vous plaît? Oui. Juste une question des images qui faisaient hyper-échogènes flottants qui faisaient discuter de la fibrine. Comment vous expliquez? C'était surinfecté ou il y avait un contexte particulier en plus? Non, c'était pas une surinfection, c'était plutôt un réseau de fibrine. Voilà. Parce qu'initialement, en fait, elle a été prise en charge pour une pneumopathie. Je pense qu'ils se sont trompés au départ parce qu'ils ont vu l'opacité, le syndrome inflammatoire biologique spécifique, cette dyspnée, qu'ils ont considéré comme une pneumopathie. Et elle a été, à tort,
prise en charge pour une pneumopathie qui en réalité était un tératome péricardique. D'autres questions? Il y a eu une enquête étiologique ou pas? Une cause précise pour Non, il n'y a pas. prise de médicaments pendant la grossesse, la maman, des trucs dans ce genre, non? Non, il n'y a pas eu d'antécédent manifeste durant la grossesse. Ouais. Je vais juste poser une petite question. Est-ce que l'aspect qui est décrit, c'est un aspect qui est spécifique au scanner? C'est un aspect qui est spécifique à cette tumeur? Parce que vous avez posé le diagnostic, vous avez évoqué le diagnostic. Est-ce qu'il y avait des diagnostics différentiels à évoquer ou pas? Parce que là, vous avez évoqué ce diagnostic de tératome. Est-ce que c'est vraiment cette image correspond au tératome? Ou alors il y a des autres diagnostics différentiels que vous pouvez poser? Tout à fait. En fait, le principal diagnostic différentiel, c'est le kyste péricardique. Mais en fait, la constitution tissulaire du tératome péricardique, donc, qui réunit en fait une composante qui peut être tissulaire, une composante qui peut être graisseuse. Parfois même, on a à l'extraction de la tumeur, on peut avoir des poils. Et surtout, en fait, cette couverture calcifiée en coque qui surtout va orienter en fait vers le tératome péricardique. C'est la diversité des différentes composantes de cette masse, à la fois tissulaire, graisseuse, liquidienne, avec une coque qui est fibreuse calcifiée, qui oriente très souvent vers le tératome péricardique. Bon, merci beaucoup pour ta présentation et je vais céder la parole à mon ami Abdoul pour introduire le troisième orateur. Mais merci beaucoup. Merci Serigne. Le Sénégal a eu un petit coup de mou footballistique, mais tu nous as permis de nous rattraper au tennis. Mais le Maroc, c'est des champions. Et celui qui doit parler, d'ailleurs, est un vrai champion, le professeur Ahmed Benis, qui est une des figures de proue, fer de lance de la cardiologie marocaine, et qui va nous parler de l'insuffisance cardiaque, qu'enlever le drapeau rouge. Je ne sais pas si Ahmed, depuis Casa, j'imagine, nous entend. Merci Abdoul, merci Aïcha, merci Walid, merci Albert pour cette superbe réunion et pour votre invitation. Je suis honoré par partager avec vous une présentation, un cas clinique qui m'a marqué que j'ai intitulé Insuffisance cardiaque. Qu'enlever le drapeau rouge? Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, c'est une charmante dame qui vient me consulter il y a 2 ans pour une insuffisance cardiaque. Elle avait une dyspnée qui s'est aggravée très rapidement, une dyspnée d'aggravation rapide. Elle avait comme antécédent un anneau gastrique sans effet notable. C'est une femme qui était un peu en obésité, grade 1, et qui n'avait aucun passé particulier, en particulier pas de facteur de risque cardiovasculaire. Alors, elle a remarqué qu'au bout de ces 2 derniers mois, la dyspnée s'est aggravée très très rapidement et n'arrivait pratiquement plus à faire le moindre effort, et elle avait des œdèmes de membre inférieur. En l'examinant, on trouve une tension à 115-81 mm de mercure, un peu rapide, 99 battements par minute et une saturation à 93%. Il y a des signes manifestes d'insuffisance cardiaque, œdème de membre inférieur, sous-jacent des veines jugulaires. Il y a une pleurésie gauche et électrocardiogramme. On est frappé par un rythme sinusal, une fréquence cardiaque 99 battements par minute, et un microvoltage, un QRS à 66 millisecondes et un QT à 326 millisecondes et des ondes QS en inférieur. Donc, voici l'électrocardiogramme qui montre clairement qu'il y a un bas voltage. Insuffisance cardiaque bas voltage. On fait dans la foulée une échographie cardiaque qui montre un aspect d'adiastolie, une dilatation bi-auriculaire, un aspect une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique avec un aspect moucheté, piqueté, scintillant du septum, un épanchement péricardique, de l'hypertension pulmonaire et un épaississement de la valve mitrale. Donc, c'est un tableau qui a tiré notre attention. On a levé le drapeau rouge et ça nous rappelle des signes qui pourraient évoquer une amylose cardiaque. Le volume ventriculaire est réduit, hypertrophie ventriculaire gauche, aspect de sparkling septal, dilatation biatriale, épaississement mitral et épanchement péricardique. On y pense et on fait un flux mitral restrictif avec une augmentation des pressions de remplissage, une diminution du Doppler tissulaire septal. On y est, donc on a
des signes qui orientent vers une amylose cardiaque. On a le drapeau rouge avec une hypertrophie qui, en fait, ce n'est pas une vraie hypertrophie, mais c'est une fausse hypertrophie par infiltration amyloïde, une dilatation, une hypertrophie biventriculaire, et puis on va avec un épanchement péricardique. On fait le strain est en faveur, puisqu'il y a une conservation du strain apical et une diminution du strain basal. Vous voyez que le strain global est diminué, et surtout cette image assez typique où il y a une conservation du strain apical. Donc, on est donc dans l'idée, dans l'optique que ça va être une amylose cardiaque. Donc, on demande une IRM qui montre une fraction d'éjection de 45%, une hypertrophie du septum et une cavité ventriculaire réduite avec une diminution de la contractile du VG, un rehaussement des deux ventricules et des oreillettes, un épanchement péricardique circonférentiel, un épanchement pleural, un retard de T1 et une augmentation du volume extracellulaire. Donc, tout concorde vers une amylose cardiaque. Donc, on a le rehaussement tardif, l'épanchement péricardique, la fraction d'éjection à 45%, l'hypertrophie biventriculaire, et on a cet allongement de l'espace T1 et on a cette augmentation du volume extracellulaire, et tous ce sont des éléments qui orientent vers une amylose cardiaque, et plus donc la fraction d'éjection est diminuée, plus le rehaussement tardif est important, plus le volume extracellulaire est plus important, plus le pronostic est mauvais. Donc, on a en fait un aspect morphologique en faveur d'une amylose cardiaque, des données échographiques, des données de l'IRM. Il fallait faire une scintigraphie myocardique, en particulier pour voir si une fixation au niveau osseuse. Cet examen n'a pas été fait. Alors, c'est pour vous rappeler un certain nombre d'éléments qui doivent orienter vers une amylose cardiaque. Un patient hypertensif, une hypotension, une normotension chez un patient hypertendu auparavant, des aspects de pseudonécrose sur l'électrocardiogramme, une diminution du voltage ventriculaire, microvoltage, troubles de conduction ou fibrillation auriculaire, élévation du NT-proBNP qui sont proportionnels avec le degré d'essence cardiaque. Sur l'écho, on a vu le septum, le sparging du septum, l'augmentation de l'épaississement mitral, l'épanchement péricardique, la réduction du strain et la conservation du strain apical, et bien sûr à l'IRM cardiaque, le rehaussement tardif, l'augmentation de T1 et l'augmentation du volume extracellulaire. Voilà les signes qui doivent nous orienter vers l'amylose cardiaque. Première étape, juste après avoir évoqué ce diagnostic, donc c'est de faire des examens biologiques, en particulier immunologiques, de rechercher le rapport sérum kappa sur lambda, c'est de faire une immunofixation protéique et faire une immunofixation urinaire pour pouvoir éliminer, bien sûr, un myélome multiple ou donc une gammapathie monoclonale. Alors, chez cette patiente, on fait une électrophorèse des protéines qui révèle un discret pic qui amène à une immunoglobine monoclonale IgG kappa sur l'immunofixation des protéines et sur le dosage sérique des chaînes légères. La fonction rénale, la calcémie, la numération est normale. Le myélogramme montre une prolifération myocytaire à 16%, et les marqueurs cardiaques, on les a demandés, on est en pleine essence cardiaque, le NT-proBNP à 1476, les troponines à 78, et le rapport chaîne légère kappa sur chaîne lambda est à 500. Ce sont des éléments qui ont une valeur pronostique. Quand on a les trois éléments qui sont présents, le pronostic est aggravé, en particulier lorsque le NT-proBNP est plus de 3000, les troponines sont positifs et le rapport, la kappa sur lambda, est plus de 1,5. Ce sont des éléments de gravité, et plus ces éléments de gravité sont là, plus le risque de mortalité est extrêmement important. J'insiste là-dessus. Alors, vu l'importance de l'épanchement péricardique chez notre patiente, on a fait une fenêtre pleuropéricardique, on a fait une biopsie péricardique qui montre la présence des dépôts amyloïdes au rouge Congo, et au total, donc, on a un tableau ici d'amylose HL légère, amylose AL avec atteinte cardiaque. Le score de la Mayo Clinique est très élevé, est élevé chez cette patiente. Donc, il y a trois éléments importants. La troponine plus de 40, le NT-proBNP à 1800, 3700 chez notre patient, et un différentiel d'échelle légère, rapport kappa sur lambda, qui est à 1800, donc à 500 ici chez notre patient, qui est plus à 180, pardon, et donc ce sont des éléments pronostiques. Alors la patiente
donc n'a pas toléré le bisoprolol et ramipril, ce qui est habituel dans l'amylose. Elle était sous l'azilix aldactone. Elle a présenté un tableau d'ischémie aiguë du membre inférieur gauche avec une thrombose iliaque qui s'est bilatéralisée le 30 juin. Donc, on a été obligé d'aller faire une sonde de Fogarty et de mettre l'HBPM. Et je me demande si on avait bien fait de ne pas mettre au départ, malgré que la patiente était en rythme sinusal, un anticoagulant oral direct, peut-être qu'on aurait pu le faire. Et puis, un protocole de chimiothérapie a été mis en place par le VELCAD, mais malheureusement, la patiente décède subitement le 11 juillet. Alors, c'est pour l'algorithme de la société européenne où on doit évoquer, lorsqu'on a un certain nombre d'éléments cliniques, électriques, échographiques et à l'IRM qui doivent nous suggérer donc l'amylose, et on doit placer obligatoirement par deux éléments importants, les examens biologiques, à savoir la recherche de chaînes légères, l'immunofixation au niveau des urines, l'immunoélectrophorèse des protides, et puis une fois les tests hématologiques sont positifs, on doit bien sûr faire une scintigraphie osseuse, donc pour voir le degré de fixation et pouvoir classer les patients. Donc on est en amylose 1AN, et donc bien sûr la chimiothérapie, le traitement qui va suivre. Donc il y a 3 chimiothérapies. Il y a la chimiothérapie par le VELCAD, il y a l'immunothérapie, et je viens de discuter avec les hématologues, il y a aussi les greffes de moelle dans ce genre d'affection. Alors le retard diagnostique, le diagnostic en général, ça prend de 2 ans dans l'amylose AL. Par contre, dans les amyloses ATTR et les amyloses sauvages, que le professeur Thibaut Damy connaît très bien, pour avoir créé un centre européen donc, qui s'occupe des amyloses, ça peut prendre 4 à 5 ans. Et comme dernier élément, il faudrait absolument y penser. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, les patients passent 4 à 5 médecins avant de poser le diagnostic. Une fois on a posé le diagnostic précocement, à ce moment-là, le pronostic peut changer. Voilà ce que je partageais avec vous. Je voulais vraiment remercier le CNCH pour cette super réunion. Je vous remercie tous les deux. Merci. Merci infiniment, Ahmed, pour cette magnifique présentation et ce red flag qui va nous frapper les esprits. Y a-t-il des questions et des préoccupations? Oui. Je te remercie. Merci, c'est vraiment un cas très intéressant. Et je voulais savoir, après, pour les relatifs, les parents de cette patiente, vous avez fait une enquête génétique? On n'a pas fait d'enquête génétique parce que ici on a lié l'amylose à la maladie, au myélome multiple en fait, et c'est un myélome multiple HL légère. Donc on a considéré que c'est un cas isolé. Plutôt, ça aurait été plutôt le cas pour les amyloses ATTR, où à ce moment-là l'enquête génétique serait intéressante. Mais pour ce cas-là, on était plutôt dans le cas des myélomes multiples, et malheureusement on n'a pas eu le temps, parce qu'il y a eu un retard diagnostique. On aurait pu mettre le VELCAD et après l'immunothérapie, peut-être même une greffe de moelle, mais cette malade nous a pris de court et tout s'est accéléré très rapidement, et malheureusement, elle est décédée. Une petite dernière question. Ne penses-tu pas que même s'ils sont en rythme sinusal, il y a quand même une dysfonction mécanique importante qui effectivement indiquerait l'AOD systématique quasiment? Oui, je pense que oui, parce que la fibrillation auriculaire est un mode de révélation des amyloses cardiaques. L'oreillette gauche est dilatée, il y a un trouble de remplissage, il y a assez d'éléments, il y a la fibrose, il y a assez d'éléments qui montrent que peut-être fallait anticiper. Et je pense que si on a un certain nombre d'éléments de maladie de l'oreillette gauche dans ce contexte-là, en particulier dilatation de l'oreillette gauche, on aura une indication, peut-être faire un holter rythmique. Et s'il y a une FA paroxystique où on a certains éléments, en particulier une diminution du strain auriculaire gauche, une dilatation de l'oreillette gauche, ce serait une indication de mettre un ACO et un AOD, et peut-être de lui avoir évité un accident embolique qui aurait pu être évité. Merci, Si Ahmed. Tu nous manques ici à Paris, mais tu es avec nous. Voilà, Merci en tout beaucoup. cas, merci pour ta brillante communication exhaustive comme d'habitude. Et on te dit à très bientôt. Mais tu restes avec nous pour partager ensemble le 4e cas clinique qui nous vient de Dakar. Et j'invite le docteur Papa Momar pour nous faire cadeau du diagnostic. Je pense qu'on ne va pas avoir trop de difficultés parce que tu vas nous faire un cadeau. C'est le patient qui fait cadeau. À toi la parole.
Merci beaucoup, cher modérateur. Merci à l'auditoire. Nous remercions le CNCH et aussi la Société sénégalaise de cardiologie qui nous ont permis d'être là aujourd'hui pour vous présenter le cas d'un patient qui, on peut dire, qui nous fait cadeau du diagnostic qu'on a reçu à l'hôpital principal de Dakar. Donc, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. C'est un jeune monsieur de 43 ans qui est tabagique depuis un peu plus de 4 ans, qui a présenté une douleur thoracique typique d'une durée de 30 minutes environ et qui nous a vers 5 heures du matin. Il faut noter qu'une semaine auparavant, il avait eu ce même type de douleur, mais qui était plus brève. Il consulte dans un hôpital de la place. Et à ce moment-là, il était asymptomatique. Un ECG a été réalisé et qui montre un rythme sinusal, mais un aspect de bloc de branche droit incomplet, de même que des ondes T qui sont négatives en antérieur étendu et qui sont très profondes, comme on peut le voir ici en V3, V4, V5, de même qu'une nécrose en septo-apical. Donc sur ce, une troponinémie a été réalisée, elle était revenue positive à 15 fois la normale. Le traitement initial consistait à des doses de charge de 300 mg de clopidogrel, d'aspirine plutôt, et de 600 mg de clopidogrel en vue d'une coronarographie. De l'atorvastatine et du bisoprolol ont été administrés. Donc, ils ont été référés pour suite de prise en charge. À l'admission, le patient n'était plus douloureux. Les constantes étaient quasiment normales, en dehors d'une bradycardie à 55 battements par minute. L'examen physique était sans particularité. La troponinémie était toujours positive et elle était montrée une hypocinésie en antérieur avec une FE qui était cependant conservée. Alors, le deuxième ECG réalisé sur place montrait quasiment les mêmes aspects que précédemment. Là, on a réalisé une coronarographie qui montre sur cette incidence caudale une petite lésion, là, une petite plaque d'athérome qui était non obstructive de l'IVA proximale. On peut la revoir sur cette incidence crânienne. Voilà. Et le reste du réseau gauche, de même que le réseau droit, était normal. Alors, on s'est posé des questions. Ce qui est sûr chez ce patient, c'est qu'il a un tableau de syndrome coronaire aigu qui est établi devant la clinique, la douleur notamment angineuse, le CG et la variation de la troponine. Cependant, la coro n'a pas montré de lésions significatives. Sur le plan clinique, il n'y avait pas vraiment de diagnostic alternatif et ce qui nous semblait être le plus probable ici, c'était un minoca. Et on sait que l'IRM joue un rôle fondamental dans l'exploration des minocas. Cependant, au Sénégal, surtout à Dakar, pour réaliser une IRM, il ne faut pas moins de 3 à 4 semaines pour faire cette IRM. Cependant, ça a été demandé. Les autres explorations telles que l'imagerie endocoronaire et les tests de provocation à l'ergonovine ou bien à l'acétylcholine ne peuvent pas aussi être réalisés chez nous. Donc, rappelons un peu quelles causes de syndrome coronaire aigu chez les sujets jeunes. Il peut s'agir d'un athérome précoce, d'un spasme coronaire qui peut être le cas chez notre patient vu qu'il est jeune, tabagique, une dissection spontanée qu'on n'a pas mise en évidence et les autres causes. Notre patient, il a été pris en charge comme un syndrome coronarien aigu, donc l'évolution à court terme était favorable et il est sorti sous un traitement basique. Aspirine, clopidogrel, atorvastatine, bisoprolol, ramipril et l'arrêt du tabagisme, surtout. Donc, une semaine après, il revient dans le même tableau. 5 heures du matin, douleur thoracique angineuse. Donc, admission au SAU. Et sur place, la douleur disparaît. Le CG est de nouveau réalisé, qui montre toujours ces ondes T négatives. Voilà. Et quelques heures après, à l'occurrence ici, 3 heures de temps après, il refait cette même douleur. Donc, un ECG a été réalisé devant les cardiologues en paire critique et on peut voir qu'il y a quand même des modifications électriques. Dans le territoire antéro-septo-apical, on voit qu'il y a un léger sus-décalage qui se présente. Les ondes T qui se sont positivées en latéral carrément. Et heureusement, on a diligenté une coronarographie pour ne surtout pas passer à côté d'un spasme coronaire. Raison pour laquelle on a fait cette coro sans injection de Risordan en intraradial. Et cerise sur le gâteau, on tombe sur ce spasme qu'on a pu objectiver là où il y avait la lésion qui était non obstructive.
sur cette incidence. Bon, on peut aussi la revoir sur cette autre incidence. Donc, lésion qui était quand même serrée. Et après injection de Risordan en intracoronaire, on a pu lever le spasme avec un très bon flux. Et le CG post-coro, on retrouve les aspects antérieurs. Et voilà, un peu un récapitulatif des images. Donc, avant injection de Risordan et après injection de Risordan. Alors, l'IRM cardiaque fait a posteriori montrait quand même sur un œdème dans le territoire antérieur qu'on peut voir sur cette séquence, donc qui était en faveur d'une ischémie. De même, il n'y avait pas de rehaussement tardif il n'y avait pas de prise de contraste de gadolinium sur cette séquence de rehaussement tardif. Donc, il n'y avait pas de nécrose, on va dire ça. Donc, le patient a été admis à l'USIC, on lui a administré des dérivés nitrés par voie injectable. On a arrêté les bêta-bloquants vu que c'est contre-indiqué. On a introduit des inhibiteurs calciques de même que des dérivés nitriques. Les sorties sous ce traitement, on a surtout insisté sur le sevrage tabagique chez ce patient et la réadaptation cardiaque. Donc, un petit mot sur les MINOCA qui regroupent quand même beaucoup d'étiologies, dont l'exploration passe principalement, dans un premier temps en tout cas, par la réalisation de l'IRM cardiaque, donc qui permet de différencier une cause ischémique et non ischémique. Et à côté de ça, il y a aussi les autres explorations à réaliser, telles que l'imagerie endocoronaire, pour ne pas passer à côté d'une rupture de plaque, d'une dissection spontanée aussi, et de même que les tests fonctionnels qui peuvent mettre en évidence un spasme coronaire. Donc, spasme qui n'est pas quand même rare en cas de MINOCA. Dans les séries, on retrouve, dans la plupart des séries, plus de 50% des patients avec un MINOCA, et ils ont un spasme artériel qui survient classiquement en fin de nuit, comme ça a été le cas chez notre patient, 5 heures du matin, qui touche préférentiellement les sujets de sexe féminin, les asiatiques, notamment les japonais, de même que les sujets tabagiques, surtout. Les tests de provocation, c'est ce qui nous permet de poser le diagnostic, surtout, mais il faut les faire en dehors de la phrase aiguë. Et le traitement repose essentiellement sur les IC, les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés. Et il faut aussi surtout dire que les bêta-bloquants sont relativement contraints, surtout ceux qui ne sont pas cardiosélectifs, mais aussi l'arrêt du tabac. Il faut savoir y passer devant tout IDM du sujet jeune. Cependant, l'exploration peut être ardue quand même dans notre contexte, surtout au Sénégal où l'imagerie endocoronaire n'existe pas, les tests de provocation, on ne peut pas les faire, l'IRM cardiaque n'est pas très souvent disponible. Et on peut dire que la patiente nous a fait cadeau du diagnostic parce qu'il a eu la douleur devant nous. Et heureusement qu'on a aussi eu le réflexe de faire la coronarographie sans éjecter de Risordan, qui aurait pu masquer le spasme. Voilà, nous vous remercions. Merci. Merci à toi pour cette belle observation et qui montre qu'un syndrome coronaire aigu ne veut pas dire forcément athérosclérose. Et ça, c'est un élément qui est important donc, à souligner. Donc, il y a d'autres causes de syndrome coronaire aigu, notamment chez les sujets jeunes. Et tu as bien souligné du doigt l'importance des diagnostics différentiels et des MINOCA. Donc, je voudrais savoir s'il y avait une ou deux questions dans la salle avant de conclure. Oui, s'il te plaît. Je vous remercie pour votre belle présentation. Je voulais savoir, avec la récidive douloureuse devant les cardiologues, est-ce qu'il y a eu un test au natrispray? Non, ça n'a pas été fait. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pourquoi on a pris la précaution de ne pas mettre du Risordan. On ne voulait pas passer à côté d'un spasme. D'autant plus que c'était quand même c'était le diagnostic qui semblait le plus probable. Et que le natrispray pourrait élever ce spasme-là. Alors peut-être une dernière question pour rester dans les temps. Ok. Merci beaucoup. J'essaie de parler fort. Merci. Alors en fait, moi je suis un peu... C'est par rapport à l'IRM cardiaque. Du moment où on a des ondes Q quand même de nécrose qui sont relativement significatives,
et que sur l'IRM, il n'y a rien, il n'y a pas de fibrose, rien du tout. Et puis, par rapport à l'ischémie, en fait, à l'IRM, l'ischémie s'apprécie par le premier passage du produit de contraste. En fait, l'œdème, on peut l'avoir dans l'infarctus, on peut l'avoir dans la myocardite, mais c'est surtout la caractérisation tissulaire sur les séquences de rehaussement tardif qui permet de faire la différence. Et voilà. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est chez ce patient qui a une nécrose quand même à l'électrocardiogramme et que sur l'IRM, peut-être c'est juste une seule séquence que vous avez prise, mais peut-être si on regarde bien, parce qu'il est athérome, il a à la fois de l'athérome, il a quand même un athérome coronaire, et puis en plus de ça, peut-être qu'il fait un spasme. Mais bon, voilà, c'était les inquiétudes que j'avais. Merci. Je crois que c'était davantage une contribution. Je pense en effet, ce qui est intéressant sur ce cas, c'est pas tant le Weingart de Prince Metal sur des coronaires saines. Il y avait bien une petite lésion athéromateuse. Et qui sait, peut-être une petite plaque s'est rompue dans une autre vie avant et que l'un dans l'autre, le spasme a dû être provoqué sur l'athérome, ce qui est d'ailleurs assez classique. En tout cas, merci Momar pour cette très belle présentation. Merci à vous tous pour votre présence, assiduité et pour votre intérêt. Merci beaucoup. Merci.